Bonjour Jody, Et bonjour Véro. tu vas bien? Ouais, je suis très content de faire ça avec toi Bah, aujourd'hui. moi aussi, je suis très contente d'être dans une clairière vers chez moi. Là. J'aime beaucoup cet endroit. Ouais, on a bien trouvé. Il a fallu qu'on se tape quelques petits obstacles avant d'arriver. Trois fois rien. On a grimpé des rochers. 3 fois rien. Je pense qu'on n'a pas la même notion de la randonnée, toi et moi. Sur un plan terre à terre, historique, où on en est là, quand tu te présentes auprès des élèves, par exemple. Alors, c'est rigolo parce que j'ai horreur de me présenter auprès des élèves. Et j'en ai de plus en plus horreur. Parce qu'avant, je me présentais tout mon CV, toutes les formations que j'avais fait, ce qui m'avait amené là. Et alors maintenant, j'ai tendance à dire bonjour, je m'appelle Véronique, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Parce que j'ai horreur de ça, en fait. Ça définit quelque chose. Ouais, je te comprends. Qui est de l'ordre du mental. Puis c'est mouvant en plus. Quand d'un groupe à l'autre, tu te présentes pas de la même manière. Enfin, moi je dis ça, je me retrouve dans ce que tu dis. C'est de l'ordre du mental égo en fait, quand je me présente comme ça et que je peux présenter tout mon cursus. J'ai déjà la position d'enseignante et souvent ça peut être perçu comme une position supérieure alors que pour moi, ça n'est pas du tout. Et un petit peu d'histoire, parce que je sais que tu as une histoire un petit peu particulière avec un changement de virage, enfin, avec un virage à un moment, comme ça arrive souvent dans des vies. En fait, tu as eu... Non, j'ai une histoire particulièrement banale. C'est vrai, dans le sens que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, mais j'aime bien le fait, tu vois, moi je t'ai connu à ce tournant-là dans ta vie. Alors, est-ce que tu es OK d'en parler un petit peu? Ouais, quand j'ai fait mon burn-out, en fait. T'as fait un burn-out, à quel âge déjà? J'avais 36 ans. 36 ans, je travaillais dans le milieu médical, je travaillais en clinique. Voilà, et puis en fait, je me rendais compte que ça me correspondait pas. À l'époque, je pouvais pas dire, j'étais pas à ma place. À l'époque, c'était pas ce qui était à ma petite conscience, en fait. C'est pas ce qui venait à mon mental. À l'époque, j'étais juste dans la souffrance, en fait, dans la souffrance psychologique. Il y avait de la souffrance. Qui est devenue une souffrance physique. Mais ça pourrait faire le sujet d'un autre thème ou de celui-là, je sais pas, on verra. Oh, mais moi, j'aimerais bien qu'on parle de la souffrance aujourd'hui. Ouais, si tu veux. Bon, bref, donc j'ai fait un burn-out et du coup, ça m'a amené là où je suis maintenant. Donc, je n'ai rien d'autre à dire que merci. Ouais. Merci à moi, parce que c'est avant tout moi, hein, en fait, d'avoir explosé en plein vol cette année-là. Donc, voilà. Tu fais partie de ceux qui peuvent dire le burn-out, ça a d'abord été la pire chose qui me soit arrivée avant de réaliser que c'était la meilleure. J'ai jamais dit que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Parce que si je me remets sur un plan purement duel, si je rentre dans mon ego ou des choses comme ça, franchement, c'est pas la pire chose qui m'est arrivée. Ça a été une épreuve parmi tant d'autres, ça a été une année très difficile, mais non, c'était pas la pire. Ouais. Mais merci en fait. Mais oui, j'ai pas dit merci tout de suite. J'ai croisé quelqu'un dans une formation qui m'a dit merci le burn-out. J'ai pas compris tout de suite. Effectivement, parce que je pense que j'étais encore en cheminement. À l'époque de ça, j'avais pas mis toute cette conscience, j'avais pas tout ce recul que j'avais maintenant. Ouais, je suis carrément... Ma créature est devenue quelqu'un d'autre. Ma créature a beaucoup bougé. Ouais. La créature, donc l'ego, la personnalité. Ouais, ma personnalité, mon ego, oui, elle a fait un virage à 180 degrés. Ce qui est chouette, hein. Je suis beaucoup plus en paix avec ma créature et quand je me regarde dans une glace, je me dis ah ouais, sympa. Sympa ce masque. Je l'aime beaucoup celui-là. Et donc après, tu t'es tournée vers les plantes? Alors j'étais déjà dans les plantes. Moi, mais pas en tant qu'activité professionnelle? Non, c'était vraiment une passion pour moi. C'était vraiment une passion, les plantes. Et un jour, il y a un bouquin qui est arrivé par voie postale avec des plantes médicinales. Je crois que j'avais une dizaine d'années, un truc comme ça. Et ça a été une révélation. En fait, j'adorais déjà les plantes et là, c'était le truc parce que j'avais un bouquin de référence où je pouvais regarder les plantes médicinales et je n'ai cessé de cueillir des plantes, de faire des expérimentations. Au grand dam de mes parents, ma mère me disait tout le temps, mais arrête, tu vas t'empoisonner. Je dis, mais non, c'est dans le livre.
C'est dans le livre. C'est donc une vérité absolue. Bah à l'époque, tu sais, quand t'es adolescent, mais oui, bien sûr. Les livres, ils ont une autorité. Surtout. Enfin, moi, je suis du siècle dernier, mine de rien. J'ai plus de 50 ans, quoi. Donc, je suis du siècle dernier aussi. Donc oui, il y a 40 ans, et les livres, enfin, on n'avait pas tous Internet et tout, et donc les livres, c'était quelque chose de précieux, quoi. Il y a eu un monde avant Internet. Ouais. C'était les dinosaures. Voilà. Et donc, t'as trouvé la porte de Myrtea. Ouais, j'ai trouvé la porte de Myrtea grâce à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Ah oui? Ouais, qui est décédé, et je la remercierai toujours pour ça, d'ailleurs, parce que je cherchais une formation et tout, et c'était, j'avais pas envie de trop m'éloigner, puis là, cette formation qui était à proximité de chez moi, c'était juste du pain béni, quoi. Voilà, donc j'ai adoré toute ma formation, tout mon cursus, et je me souviens encore de quand on s'est rencontrés la première fois sur une formation, et c'est ce que je dis toujours quand je raconte notre histoire. Je dis, mais Jody, j'ai eu un crush en fait sur lui, amical, quoi. Je crois qu'on s'est rencontrés ce jour-là, on s'est jamais quittés, quoi. C'est vrai, voilà. C'est vrai en plus. Mais hein. Si, on s'est quittés un petit moment jusqu'au jour où je te rappelle. Où je t'ai appelé pour te dire, ah, tiens, Véro, mais genre, je sais plus, 1 mois, 2 mois après. Bah oui, c'est pour ça qu'on s'est pas quitté, quoi. Genre, tiens, Véro, j'ai envie de construire un module d'aromas en milieu hospitalier, qu'est-ce que t'en penses et tout. Puis voilà, j'aime bien dire, de fil en aiguille, on s'est mis à coudre. Exactement. je change de côté parce que je sens que c'est ma voix porte de ce côté et pas là. Alors, ok. Et donc ensuite, ça c'est là où ta vie a pris une nouvelle dimension, si je me rappelle bien. T'as commencé à... De fil en aiguille, je me suis mise à coudre. À coudre, ouais. À coudre, ouais. Et puis alors aujourd'hui, donc tout ça c'était quand on s'est rencontrés, c'était il y a... plus de 10 ans maintenant. Ouais, plus de 10 ans, presque 15 ans même. Hein. Ouais. Presque 15 ans. Ouais. Et aujourd'hui, tu en es à, tu donnes des consultations. Oui. En olfactothérapie. Oui. En aroma aussi. En aroma. En sonothérapie. Sonothérapie. Voilà, c'est déjà bien. Ouais, oui, c'est déjà bien complet. Hein. Et t'enseignes l'aromathérapie, l'aromathérapie subtile chez Myrtea Formation. Ouais. Et on en parlera un peu plus tard d'ailleurs parce que on a un petit cycle d'aromas subtils de conseiller, hein, une première, avec un certificat d'école de formation professionnelle d'accompagnateur en aromathérapie subtile. Ouais, je suis très contente de ce projet là qui est en train de voir le jour parce que ça fait longtemps que ça me tient à cœur. Je crois que c'est ce que je préfère enseigner en fait. C'est là où je me sens le plus alignée quand je suis dans ces cycles d'aromas subtils là, vraiment. Mais d'ailleurs, le jour où la vidéo va sortir, je pense que le cycle sera déjà annoncé, sera déjà sur le site de Myrtea Formation. Mais on en parlera un peu plus après, parce que là, ce qui m'intéressait un petit peu, c'est de parler de cette notion de souffrance dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la souffrance pour toi? Qu'est-ce que c'est la souffrance? Comment on l'accueille dans sa vie? Ouais, tu veux une définition de la souffrance ou non, mais toi, comment tu vis, comment tu l'accompagnes, comment tu l'as accompagné pour toi? Ouais. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a retiré? Ça a longtemps été une compagne. Ça a longtemps été une compagne, avec le recul, hein, même si pendant des années et des années, je luttais quelque part contre cette compagne parce que quand tu souffres, tu te dis j'ai pas envie de souffrir. Bah non, mais c'est normal. Mais sauf que tu restes dedans en fait. C'est normal, t'as pas envie de souffrir donc tu la fuis. Tu trouves des échappatoires. Des subterfuges. Ouais, tu la dissimules. Pour la fuir. Oui, alors pendant longtemps, j'ai fui ma souffrance. Voilà. Et jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas la solution. C'était pas de la fuir. C'était d'aller voir. Pourquoi elle était là. Ce qui était là. J'ai un ami qui dit toujours sur la souffrance, on est tout le temps sur le fil du rasoir entre la souffrance karmique et la souffrance initiatique. Voilà, la souffrance karmique. Tu regardes la caméra d'Anaraké. Non, mais je me dis, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde des humains, de Homo sapiens communis? Alors, la souffrance karmique, c'est la souffrance, c'est les cercles vicieux que tu répètes souvent, tu sais.
vois, par exemple... Karmique, donc ça vient du sanskrit karma, de l'action. Ouais. Tu vois, j'ai jamais de bon partenaire, il me fait toujours souffrir, machin. C'est toujours la même histoire qui recommence. Ouais. Voilà, ça c'est... Donc c'est les fameux schémas qu'on répète. Ouais, c'est les cercles vicieux qu'on répète, voilà. Et puis, il y a cet ami là, il explique qu'il y a cette souffrance initiatique aussi qui est là, qui parfois t'arrive, qui n'a rien à voir avec ta souffrance karmique, et c'est pour ça qu'elle est confrontante, en fait. Mais lui, il explique que c'est possiblement un moyen de sortir d'une de tes souffrances karmiques. Donc une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire que la souffrance karmique, il y a quelque chose, si je comprends bien, il y a quelque chose de l'ordre de c'est connu, c'est confortable. Non, c'est connu. Ouais, donc je maîtrise. C'est pas confortable, c'est connu donc je maîtrise. Voilà, mais donc je m'en sors jamais vraiment en fait. Voilà, parce que moi j'aime pas la zone de confort. J'aime pas du tout ce terme parce que il y a des zones qui ne sont vraiment pas confortables. Mais on y reste. Parce que c'est ce qu'on connaît et du coup ça rassure. Mais il y a une espèce de complaisance du coup là-dedans quand même. Parfois il peut y avoir une complaisance. Alors je dis parfois parce que ça serait vraiment trop jugeant de dire bah oui, il y a tout le temps une complaisance. C'est très égotique de dire ça. Donc parfois, il peut y avoir une forme de complaisance, effectivement, consciente ou inconsciente. Tu sais, l'humain, c'est tellement vaste, et puis on fait comme on peut, à chaque instant de notre vie, quoi. Donc je préfère avancer sur des œufs. Mais oui, là, donc, une zone de connu, qui est pas forcément confortable, mais parce qu'on la connaît, et parce que l'inconnu nous fait peur. L'inconnu nous fait peur. On reste dans cette zone-là qui peut être souffrante. Je pense qu'il y a un moment, en fait, dans la vie où on réalise, on fait un état de fait, on dit, OK, bon, là, je souffre. Il y a de la souffrance. OK. J'arrête de la fuir, j'arrête, parce que finalement, je peux plus aller nulle part. C'est-à-dire, j'arrive à un point où c'est trop. Et donc, souvent, c'est là où les gens viennent, vont consulter, vont voilà, se dire, OK, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Il y a la souffrance, j'en peux plus de souffrir. Qu'est-ce que je fais? M'effondre. Je m'effondre. C'est quoi je m'effondre? Je m'effondre, c'est un effondrement, c'est une mise à plat, c'est comme un reset en fait. Et je vois bien moi dans les consultants qui viennent me voir, il y en a plein qui souffrent, il y en a plein qui sont en difficulté. Et la majorité refuse de s'effondrer. Ils sont encore en résistance. C'est-à-dire que... Pourquoi s'effondrer? C'est presque un abandon. C'est-à-dire qu'ok, la souffrance est là, je vais m'abandonner à ça. En tout cas, c'est des expériences que moi j'ai faites plusieurs fois, et c'est ce qui m'a aidée. C'est-à-dire embrasser finalement, c'est-à-dire j'ai plus la force de lutter, j'ai plus l'énergie de lutter, j'en peux plus de lutter, donc je m'effondre. Et là, moi j'ai une idée, je me dis, mais est-ce que tu vas être d'accord avec moi? Est-ce que c'est là où on réalise que une bonne partie de la souffrance, c'était en fait la lutte? Bien sûr. Une bonne partie de la souffrance, effectivement. Enfin, moi j'ai une phrase qui vient toujours, je répète toujours à mes élèves, qui est très bateau comme ça, mais quand on la médite, je la trouve très pertinente. C'est la résistance qui crée la souffrance. Ce à quoi je résiste persiste. Ouais, ce à quoi je résiste persiste. Et la résistance crée vraiment la souffrance, notamment dans des situations comme ça, quoi. Alors, et moi, enfin, juste, je finis sur l'effondrement. En fait, sur ma propre expérience, quand je ne me suis pas effondrée psychiquement, je me suis effondrée physiquement. C'est-à-dire que m'effondrer psychiquement m'a évité en fait de m'effondrer physiquement. Voilà. Et je crois que la dernière fois que je me suis effondrée, j'ai compris en fait la nécessité et à quel point c'était salutaire. Parce que c'est vraiment quand on touche le fond qu'on peut trouver un point d'appui pour rebondir. Alors, moi, ce que je vois de la souffrance, tu me diras ce que tu en penses, mais dans la nature de la souffrance, dans son origine, je vois quelque chose de très très simple. Il y a le monde tel qu'il est, il y a ma vie telle qu'elle est, il y a mon corps tel qu'il est, il y a l'histoire telle qu'elle est.
et il y a ce que je veux. Et ce que je ne veux pas. Et la réalité, elle est toujours telle qu'elle est. Oui, après on pourrait faire une vidéo sur qu'est-ce que la réalité, mais la réalité est toujours... Non, mais la réalité, prenons un exemple tout simple. La réalité illusoire, elle est toujours telle qu'elle est. Dans une petite souffrance. Prenons un exemple tout simple dans une petite souffrance. Qu'est-ce qui peut nous amener à souffrir? Par exemple, on est dans les embouteillages. Alors, chez nous, on connaît pas trop ça. Alors si, quand la 75 est en travaux, par exemple, voilà, on est dans les embouteillages. On a un rendez-vous à 10h30 et à 10h20, on est toujours dans cet embouteillage, alors que même s'il n'y avait pas d'embouteillage, il nous resterait au moins une demi-heure pour arriver. Donc, la réalité telle qu'elle est, on peut la voir de manière relative, mais dans un exemple très bateau, ma voiture est coincée dans les embouteillages, je suis dans ma voiture, je n'ai aucun moyen de sortir de cette situation-là comme ça immédiatement, que de suivre le mouvement de l'embouteillage. Ça, c'est la réalité. C'est comme ça. Mais je veux arriver à l'heure à mon rendez-vous, mais je veux pas rater, etc. Mais je veux pas être là, et puis j'en ai marre, et puis ça fait du bruit, et puis... C'est là la souffrance. Donc ça, c'est une souffrance commune, quotidienne. Mais pour moi, le mécanisme, il est exactement le même pour toutes les formes de souffrance. Ah, je pense, oui. Sauf qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont moins concrètes qu'un embouteillage. C'est-à-dire que l'embouteillage, il est, il est intérieur. Mais, donc, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la souffrance, c'est simplement un point de friction entre la réalité telle qu'elle est et un idéal, une vie projetée, une histoire. Une projection, effectivement, ce qu'on voudrait. Ce qu'on voudrait ou ce qu'on ne voudrait pas, ou ce que... Voilà. Les endroits où ça frotte dans mon histoire. Oui, c'est de la projection. C'est ça. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que c'est la même chose avec les émotions? De quelque chose qu'on ne veut pas ressentir, mais qui est là. J'ai partagé dans une autre... Oh, remarque, je sais pas si je l'ai déjà partagé. On verra. Mais la différence entre ce qu'on appelle les émotions négatives et la souffrance. Ah ouais, mais j'aime pas ce terme négatif parce que toutes les émotions ont lieu d'être. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est émotion négative, émotion positive. C'est un jugement, c'est une projection par rapport à un idéal. C'est comme beau temps et mauvais temps. Pour certaines personnes, elles aiment le mauvais temps, et d'autres aiment le beau temps. Et d'autres s'en foutent complètement qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais. C'est dans une image de commune, on va dire, de ce qualificatif beau temps, mauvais temps. Dans les qualificatifs des émotions positives et des émotions négatives, moi, j'en parle parce que tu sais que j'ai fait un cours pour l'école UNES des plantes médicinales, donc aroma émotion, là-bas, qui dure 2 jours, où j'ai gratté tout ça. Et j'ai vu toutes ces émotions qu'on qualifiait communément de positives, de négatives. La tristesse, est-ce qu'elle est souffrance? Elle peut. Alors moi, je suis pas d'accord. Tu as le droit. On peut avoir des souffrances dans des moments de tristesse, mais c'est pas la tristesse qui est souffrance. C'est mon accueil de la tristesse. Ouais, c'est comment j'y résiste ou voilà, comment je... ça. Oui, c'est encore mes résistances. Oui, Donc... tu peux l'observer effectivement. Et j'ai fait ce constat parce que voilà, j'ai fait plusieurs expériences chamaniques qui m'ont amené à ce constat et tout. Et effectivement, le fait de plonger dedans, mais pleinement, en disant ok, elle est là, bah tu vas aller explorer ça, quoi. Et le process est beaucoup plus court que si je résiste. En fait, le process pourrait durer des jours. Il y a même quelques années, ça aurait pu durer des mois. Et là, je fais le constat de comment est-ce qu'on s'attache en fait à ces émotions, comment est-ce qu'on s'identifie à ces émotions. Voilà. En tout cas, la créature, elle ne vit que par ça. Qui je serais sans mes émotions, qui je serais sans ma souffrance. Ça parle beaucoup à l'ego, ça. Alors ça, je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'allais dire, c'est que
De ce que j'ai observé, et ce que dit aussi Eckhart Tolle d'ailleurs, c'est que la seule chose qui souffre, c'est l'ego. Il n'y a pas de souffrance en dehors de l'ego. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas de mouvement, mais la seule chose qui souffre, c'est l'ego. Alors, le truc, c'est que s'il y a des gens qui regardent la vidéo qui disent « Ben oui, mais moi je souffre, je vois bien que je souffre. » Et c'est l'ego. Et alors, on ne peut pas créer de schizophrénie chez les gens, dire qu'est-ce qui est l'ego, qu'est-ce qui n'est pas l'ego. Il suffit de se poser simplement des questions simples à partir de l'endroit où on est. C'est de se poser la question, par exemple, simplement, qu'est-ce qui souffre? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est souffrant, effectivement? Comment c'est? Qu'est-ce que... Alors, justement, je voulais en arriver là, c'est dans les personnes qui viennent te rencontrer, te voir, il y en a, j'imagine, beaucoup qui souffrent, qui sont en souffrance. Sinon, ils viendraient pas me voir. Oui. C'est ça. On peut venir pour ses beaux yeux aussi, mais je sais pas si elle accueille à ce moment-là, parce que non. J'adore les canards boiteux. Mais, donc, à partir du moment où on vient de voir, on est en souffrance. Une souffrance émotionnelle. Partons d'une souffrance émotionnelle. Et que la personne exprime, j'en ai marre de souffrir. Qu'est-ce que, de manière très simple, et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes qui nous regardent, par exemple, qu'est-ce que tu peux leur conseiller en plantes médicinales, en petits protocoles tout simples? De là, par exemple, voilà, imagine, il y a quelqu'un, là, il a une urgence émotionnelle, souffrante. Ça dépend du type de souffrance, parce que moi, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, et elles ont un message particulier, elles sont souvent archétypées. Tu vois, par exemple, si c'était une séparation, par exemple, une souffrance suite à une séparation, je mettrais plutôt des huiles essentielles qui sont en lien avec le chakra du cœur. C'est souvent là que c'est douloureux. Voilà, c'est pas, enfin, des fois ça va se loger ailleurs, mais c'est souvent là. Donc au moins au plus abordable, je pourrais mettre un géranium rosa, mais sinon je conseille souvent la rose, quoi, ou en olfaction, mais c'est très cher. Ou au moins en hydrolat, en cure d'hydrolat, ou en vaporisation, ou en spray. La rose en vaporisation, en diffusion. La rose dans le petit diffuseur Aroma Spa là, qui fait de la brume là, chez Oshadi par exemple. C'est extraordinaire dans une pièce. Ça te change une ambiance, ça te change de juste être en présence avec. Et tu vois, j'avais une amie là qui est venue à la maison, qui travaille beaucoup avec les huiles essentielles, elle est olfacto comme moi, et puis elle est tombée sur le flacon d'hydrolat de rose d'Oshadi, et elle me dit, mais waouh, mais il est merveilleux cet hydrolat. Je dis, ouais, c'est du... Enfin, pour moi, c'est évident, quoi. Je dis, ouais, c'est du Oshadi, quoi. Enfin, on n'est pas dans la même gamme, quoi. Enfin, voilà. Alors, la rose, le géranium rosa. Qu'est-ce qui pourrait parler au cœur aussi? Moi, j'aime bien l'ilang, même si des fois, on le met pas sur ce chakra-là, mais l'ilang, il a quelque chose de très particulier aussi pour les réunionnais, les malgaches. Il y a quelque chose qui calme. Déjà, c'est très riche en ester, hein. Donc forcément, ça crée une décrispation à l'intérieur. Après, je mettrais bien un magnolia aussi. Et alors, ça, c'est divin. ou la myrrhe, une gomme résine, la myrrhe. Alors la myrrhe pour la douleur, la souffrance. Parce qu'en plus, non seulement c'est vrai que dans la matière, elle travaille sur la douleur, mais dans son information, elle est quand même dans l'ouverture du cœur, quoi. C'est quand même une huile qui est très christique, qui est très en lien avec Jésus. Et faut pas faire prosélytisme religieux, juste me réfère à des textes, quoi. Mais moi, plusieurs fois, j'ai fait l'expérience de cette myrrhe et de cette ouverture du cœur là, et c'était hyper intéressant de voir la résilience que ça pouvait m'amener, moi. Et alors, comme il nous reste plus beaucoup de temps, quel petit protocole tu proposes? C'est-à-dire que la personne, elle nous regarde, elle est en souffrance. On va avoir des dizaines de personnes différentes potentiellement qui vont avoir des souffrances différentes. Mais là, pour un petit protocole pour juste, je souffre, je suis en souffrance tout de suite à cause d'un aspect émotionnel, à cause d'un endroit dans mon histoire où ça frotte. Qu'est-ce que je peux faire là? Alors moi, déjà, je lui proposerais bien une méditation olfactive avec une huile essentielle.
Bon, je pense qu'a priori, systématiquement, ce que je présenterai en premier, c'est le géranium rosa, parce qu'il parle beaucoup d'estime de soi. Et que dans une rupture, s'il y a un truc qui est souffrant, c'est peut-être il y a de la mésestime, peut-être qu'on s'est accroché, peut-être qu'on a confondu l'amour et la dépendance affective. Enfin, en tout cas, je travaillerai sur l'estime de soi, parce que quand on s'aime, c'est vachement moins douloureux les séparations. Ça, c'est ce que j'ai observé, mais bon. Donc une méditation olfactive avec du géranium, avec peut-être juste une trace de géranium sur le chakra du cœur, voilà, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, parce que c'est a priori, je suis en initiation avec un chaman népalais, il me dit que c'est le sens de la vie, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc maintenant je fonctionne comme ça. Et quand même de l'hydrolat de rose, de l'hydrolat de rose, ou en cure orale, mais en spray aurique. Tu vois, le spray aurique, c'est juste un petit vapeau, et puis tu fais comme ça, là. Ça fait tellement bien, les sprays auriques, j'adore ça, moi. Puis, a priori, à volonté, hein, les sprays auriques. Hein. Il est vraiment question de se faire du bien. Ouais, il faut arrêter de se faire du mal, il est vraiment question de se faire du bien. Et se déposer complètement. Complètement, ouais. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, moi, ce que je rajouterai un petit conseil complémentaire, c'est... Alors, ça peut être contre-intuitif, mais la clé est là. Ne rien attendre. Ah bah ouais, mais carrément. N'attendez rien, c'est-à-dire votre intention à ce moment-là, dans le géranium rosa, dans l'hydrolat de rose, elle est déposée. Faites confiance à l'hydrolat de rose, faites confiance à l'huile essentielle de géranium rosa et laissez-vous traverser. Allez à la rencontre de ces plantes-là. Et faites-le. Voilà, c'est juste voilà. C'est vraiment une rencontre. Ouais. Qu'est-ce que cette odeur m'apporte? Qu'est-ce que ce spray aurique m'apporte? Qu'est-ce que cette énergie m'apporte là? Il y a vraiment des archétypes derrière, tu vois. Il y a vraiment des messages. Voilà, tout ça on l'étudie en cours, quoi. Mais c'est vraiment la puissance des plantes. Moi, je suis convertie depuis tellement longtemps. Où moi, je pense que dans le règne du vivant, elles sont tellement en avance sur nous, quoi. Il y a une sagesse qu'on reconnaît. En fait, qui fait écho à l'intérieur, qu'on ne sait pas forcément expliquer, tout ça. C'est pas toujours utile d'expliquer. D'ailleurs, expliquer, des fois, qui veut expliquer? C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut expliquer? Qu'est-ce qu'il veut contrôler? Voilà, faut faire l'expérience. Ça se passe au-delà du contrôle. Juste, souvent, moi, je dis aux gens, quand ils me disent, mais ça s'est passé comment, enfin, tu ferais quoi? Non, je dis, mais si tu sens l'appel, fais l'expérience, c'est tout. N'attends pas mon avis, mes explications, parce que, en fait, je vais te raconter ma propre expérience, quoi. C'est ça, ma propre expérience de la souffrance, ma propre expérience de la rose. Alors oui, il y a des effets miroirs et tout, mais je crois qu'il faut faire sa propre expérience. Donc quand on a l'appel, il faut le faire. Bah, super. Merci Véro. Merci. Vraiment. On peut te trouver sur quoi? Internet? Ouais. Sur Internet, Véronique Roda, cabinet alchimie. Et on peut donc suivre les cours avec toi, donc par exemple sur ce nouveau cycle aromathérapie subtile, accompagnateur en aromathérapie subtile, chez Myrtea Formation. Ouais, ce bébé là qui me tient tellement à cœur, mais vraiment tellement à cœur. Donc on peut le suivre effectivement pour avoir une certification. En ligne ou en présentiel, sachant que en ligne, si vous voulez la certification, il y a un module de regroupement et un examen en présentiel obligatoire. Et super, merci beaucoup. Merci Jody. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis on a trouvé des petits sujets à vous parler, à vous partager donc avec Véro. À bientôt. À bientôt. Ciao.